Aujourd'hui, pour inaugurer cette nouvelle série de vidéos consacrée à l'histoire et aux théories de la communication et aujourd'hui au précurseur, c'est-à-dire l'école de Chicago qui porte ce nom parce qu'elle vivait, dans la ville de Chicago et en particulier, on va s'attarder aujourd'hui sur la théorie du soi social de Charles Ayrton Collet. Donc avant de commencer, je me présente, je suis professeure dans l'enseignement supérieur en université, en école de BTS à master depuis plus de 25 ans. J'ai été chargée de cours et de directrice de mémoire au CELSA, à la Sorbonne Paris, consultante pédagogique pour le CNED. Je suis membre de jury d'examen, rédactrice de modules de cours en e-learning pour différentes écoles d'enseignement supérieur. Je suis auteur de la Market Box sur le site DigiSchool. J'ai collaboré à des articles sur le journal du net et e-marketing. Et je suis également auteur et directrice de collection aux éditions Le Génie, pour lequel je vous ai mis un petit florilège de mon travail. Ici, vous avez tout ce qui est marketing. Euh, Ici, vous avez tous les livres d'essais que j'ai écrits, voilà, pour que vous ayez un petit peu une idée. Et concernant plus précisément cette série de vidéos, vous avez ici un florilège avec des histoires de théorie de la communication, l'histoire de la communication à travers l'espace public, etc., qui peuvent vous donner une idée. Vous retrouvez tous ces sites sur mon site internet. Vous pouvez vous les procurer si ça vous intéresse. Alors, avant d'aborder l'explication, je voudrais dire deux mots sur l'école de Chicago. L'école de Chicago met l'accent en fait sur les interactions sociales entre les individus et elle prend comme laboratoire social en quelque sorte la ville, c'est-à-dire Chicago, et elle observe les signes à la fois de désorganisation, de marginalité, d'acculturation ou d'assimilation. Ce sont des termes sur lesquels on reviendra en fonction des différentes découvertes et en fonction de l'évolution de ces théories. Et donc, elle part de ce principe que la communication ne se limite pas à une simple transmission de messages, mais que c'est un processus symbolique à travers lequel une culture se construit et se maintient. Donc Charles Elton Collet, qui est né donc en 1863 et mort en 1931, va se consacrer son étude aux apports et aux effets que vont avoir les médias de masse sur la communication et les réactions par rapport à la communication. Et il va découvrir qu'il y a 4 forces majeures qui rendent les médias de masse plus performants en termes de communication. C'est l'expressivité, l'enregistrement permanent, la rapidité et la diffusion, c'est-à-dire l'accès à toute la population. Et pour lui, ces caractéristiques vont changer la mentalité de l'audience. On est bien d'accord qu'à l'époque, on avait en médias de masse que la plupart du temps, c'était des journaux ou en tout cas des écrits. Et par contre, arrivera ensuite l'audiovisuel, puis maintenant les réseaux sociaux et Internet. Et on va voir à quel point cette théorie de Coulet va avoir une répercussion sur les réseaux sociaux actuels et combien ces effets et cette influence est tout à fait significative de sa théorie. Donc, avant d'entrer dans la théorie elle-même, qui est la théorie du soi social, puisque c'est ce qu'a inventé Charles Ayrton Collet, il faut d'abord expliquer ce qu'est le soi. Vous vous rappelez de vos cours, hein, Freud l'a bien expliqué, vous aviez le moi, le ça, le surmoi. Le moi, c'est ce qui est conscient, le ça, le surmoi, ce qui est inconscient. À côté de ces instances, on va dire, de la personnalité, existe le soi. Et le soi, c'est l'ensemble des caractéristiques individuelles qui font qu'une personne est semblable ou différente des autres. Donc un peu, c'est comme si vous vous posiez la question, qui suis-je, en quelque sorte. Et à partir de cette explication du soi, on va par extension parler du concept de soi, qui lui va représenter toutes les croyances qu'une personne entretient à propos d'elle-même. On va voir que ces croyances, justement, sont multiples et ne sont pas simplement, émanent pas simplement de la personnalité intérieure de la personne. Autrement dit, c'est la façon dont cette personne va s'évaluer par rapport aux autres. Et encore par extension, ça va nous amener à la notion d'estime de soi, c'est-à-dire la façon dont nous nous mettons en valeur.
Donc, le soi est un soi social. Ça veut dire que le soi se construit par rapport à la société. Et on arrive à la fameuse théorie de Charles Horton Collet, qui est donc la théorie du soi social. Donc Collet montre que le soi, l'individu va développer son soi à travers les interactions sociales et interpersonnelles qu'il entretient avec les autres. Il le développe plus précisément dans un de ses ouvrages, Human Nature and the Social Order, et il insiste sur la détermination du moi à travers l'interaction avec les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un individu va construire son soi essentiellement en fonction de l'image que les autres vont lui renvoyer de lui. On le voit sur la photo ici. C'est un petit peu comme s'il se regardait dans un miroir et que, à partir de ce miroir, il voyait non pas son image à lui, c'est-à-dire une tête, des bras, un corps, des jambes, mais l'image que les autres lui renvoient. Bien sûr, ça doit vous faire penser justement à l'interaction avec les réseaux sociaux. Qu'est-ce que font les réseaux sociaux? Ils vont, quand vous êtes sur vos téléphones, que ce soit Instagram, TikTok, etc., vous êtes en interaction avec des personnes que vous connaissez ou pas, qui sont gentilles ou pas avec vous. Et ces personnes vont réagir à des posts ou à des effets ou quelque chose que vous allez leur dire. Et c'est cette interaction-là qui va revenir à vous et qui va être injectée dans votre personnalité et qui va faire que justement, vous allez être touché ou pas, positivement ou négativement. On va y revenir. George Herbert Mead, dont on parlera la prochaine fois dans la prochaine vidéo, a complété justement cette théorie du soi social en expliquant que justement, et c'est la même chose pour Coulet, les autres vont fonder une croyance sur vous. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Et cette construction justement de ce que vous êtes, et comment vous allez vous évaluer par rapport aux autres, va vous faire agir d'une façon ou d'une autre. Je vais vous donner un exemple concret. Vous estimez être mauvais en mathématiques. La question que vous vous posez, c'est de vous dire pourquoi je suis mauvais en mathématiques. Qu'est-ce qui fait que j'estime que je suis mauvais en mathématiques? Eh bien, vous allez répondre parce que j'ai toujours des mauvaises notes et mon prof me met toujours des mauvaises notes. Donc, ça veut dire que pour vous, ces notes que votre prof vous met renvoient à vous une idée négative de votre rapport aux mathématiques. En conclusion, vous n'êtes pas bon en mathématiques. Mais si vous changez ou de thème de mathématiques, parce que vous pouvez être bon en algèbre et mauvais en géométrie, ou de professeur, peut-être que la vie, la façon dont le professeur va concevoir les choses ne sera pas la même. Donc peut-être que quelque part, vous fondez une opinion sur la note que vous avez, en conséquence, vous en concluez que vous n'êtes pas bon en mathématiques, alors que peut-être, justement, eh bien, ça n'est pas complètement vrai. C'est peut-être que soit vous n'avez pas assez travaillé, soit c'est juste un concept particulier que vous n'avez pas compris, ou soit tout simplement c'est le professeur qui fait que ben voilà, vous accrochez pas avec. Donc ça veut dire que à partir de cette construction de vous-même, je ne suis pas bon en mathématiques, vous allez avoir une estime de vous qui va dépendre de l'image justement que les autres projettent de vous. Ça veut dire je ne suis pas bonne en mathématiques, point, c'est tout. Et du coup, votre estime de vous en mathématiques va en être affaiblie. Et ça découle l'image que vous allez avoir de vous-même. Donc, le qui suis-je? Je suis ce que les autres voient de moi, mais pas forcément ce que je suis vraiment, mais simplement l'interaction que j'ai avec les autres et l'image qu'ils renvoient de moi forge ma personnalité. Alors, comment s'applique donc cette théorie aux réseaux sociaux? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est d'autant plus grave que lorsque l'on échange avec des amis, vous pouvez avoir des interactions qui sont positives ou des interactions qui sont négatives. Et c'est ces interactions, positives ou négatives, qui vont rejaillir sur vous. Je donne un exemple. Vous avez un ami qui vous dit « Ah, t'es super, t'es belle comme un cœur, etc. »
vous allez être toute contente, si vous êtes une femme, et vous allez vous regarder dans la glace et la glace va vous renvoyer une image de vous jolie comme un mannequin et super agréable. Par contre, vous avez d'autres personnes qui peuvent être jaloux de vous, hein, un garçon amoureux et puis c'est un rival en amour, je ne sais pas, qui va faire que vous allez vous dire: «Ah bah ouais, non mais attends, tu vu, c'est une poufiasse, elle est mal habillée» et cetera. C'est quelque chose qui va vous toucher, bien évidemment, puisque, ça va renvoyer de vous comme un miroir, mais violent cette fois, une image que vous n'aviez pas vue de vous. Mais du coup, ça va déprécier votre personnalité. Et c'est pour ça que c'est extrêmement grave parce que autant, et ça les psychologues l'ont montré, et Freud le premier, un enfant a besoin pour se construire d'avoir l'image des gens, des parents qui lui renvoient une image de lui. Si vous êtes dans la reconnaissance, dans la gentillesse avec cet enfant, dans l'encouragement, cet enfant aura tendance à avoir un potentiel plus grand parce qu'il aura été façonné par des gens bienveillants par rapport à lui. Par contre, si vous avez des gens autour de vous, pas forcément vos parents, mais qui amènent une note dissonance à cette façon de voir, il est évident que du coup, ça va rejaillir sur votre personnalité. Et ça va faire qu'après, ça crée les problèmes, les dilemmes, les nœuds, tout ce qu'on veut, qui font qu'on a besoin d'aller voir un psychologue ou voilà, pour essayer de débloquer des nœuds. Voilà. Donc cette théorie est extrêmement importante parce que d'autant plus au moment de l'adolescence où vous êtes fragilisé parce que vous savez pas ce que vous êtes vraiment, vous avez un corps qui se transforme, qui devient beaucoup plus mature d'homme ou de femme. Et donc c'est un moment où vous êtes plus vulnérable. Et donc les avis négatifs vont être beaucoup plus, vont vous toucher davantage que des avis positifs qui, eux, vont vous entraîner vers une spirale plutôt lumineuse. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux gens que vous avez en contact avec lesquels vous êtes. Et à partir de ça, Coulet va dire, c'est justement tout ça, ces interactions, qui vont créer l'identité sociale d'une personne. On me porte un jugement, moi je vais me construire mon jugement également, je suis perçu de cette façon, hein, vous avez des influenceurs sur internet qui sont perçus en disant ah là là ils sont formidables, vous avez des ados et j'en connais à titre personnel qui sont là à dire ah oui mais regarde elle est quand même magnifique, puis regarde ce qu'elle fait, je vais m'identifier à elle, etc. Et là va se créer toute une notion de croyance et surtout d'appartenance à votre groupe. Donc vous avez une identité, mais en même temps vous voulez appartenir à un groupe. Et pour appartenir à un groupe, il faut lui ressembler, il faut entrer dans ce groupe. Et c'est toute la dissonance qu'on trouve avec tous les ados que vous êtes, parce que il y a chez vous cette dissonance de vouloir être ce que je suis, mais en même temps d'appartenir à ce que je voudrais être, c'est-à-dire au groupe que j'ai choisi. Et donc, votre identité sociale va se construire par une conception interne en sachant ce que vous pensez être et par une conception externe en voyant ce que les autres pensent de vous qui va influer sur votre personnalité. Et on arrive donc à la théorie de l'estime de soi, comme je l'ai dit. L'estime de soi va se construire en fonction de tout ça. C'est pour ça que je vous enjoins vraiment à savoir qui vous êtes, à savoir ce que vous valez et ce que vous êtes. Bien sûr, c'est difficile quand on veut être dans un système d'appartenance, on a une pression parce qu'on veut rentrer dans un groupe. Mais imaginez que vous forgiez votre caractère et que vous trouviez des gens qui sont comme vous, parce qu'il y en a qui font comme vous. Et qu'à partir de là, vous formez un petit groupe qui lui-même va avoir une influence sur les autres. Et du coup, vous pouvez peut-être être vous-même et vous accepter tel que vous êtes, et non plus vouloir ressembler à Pierre-Paul ou Jacques qui, de toute façon, fera que vous ne serez jamais satisfait. Et après, ça peut entraîner des dérives dépressives dans lesquelles un adolescent ne doit pas rentrer puisque vous êtes l'avenir de la société. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, de bien comprendre ça et de bien intégrer cette notion du concept de soi très moderne de cet homme qui, au début du 19e siècle, même du 20e siècle, a inventé un concept et une théorie qui est encore valable de nos jours.
Voilà, pour cette première vidéo, on s'arrêtera là aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube, sur mon blog, j'ai indiqué les références, ou sur mon site internet. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.